Mon mari profiteur m'a appelé de manière inattendue alors que j'étais en voyage d'affaires, en criant « Où sont les 2500 $ pour les dépenses du mois? Tu veux divorcer ou quoi ?» J'ai répondu calmement « J'ai déjà divorcé. » Que? Quoi? Et, tu as oublié de virer les 2500 $ pour mes dépenses. Tu essaies de me mettre tellement en rhum que je demande le divorce? La voix de Henri a retenti fort depuis le haut-parleur de mon smartphone. J'étais dans une chambre d'hôtel à Boston, où j'avais pris l'avion pour un voyage d'affaires. Dans la chambre faiblement éclairée et exiguë, son ton vicieux a résonné avec une netteté glaçante. Dehors, par la fenêtre, une pluie froide d'automne imbibait le béton et les arbres bordant l'avenue. J'étais assise sur le bord du lit, fixant silencieusement l'écran. Henri croyait fermement en sa propre supériorité. Il était convaincu que ma plus grande peur dans la vie était de gâcher son humeur. Mais à ce moment-là, il n'avait aucune idée que cette phrase arrogante serait le coup de grâce, brisant complètement sa vie confortable en 1 million de morceaux. Allô? Tu m'écoutes, Éléonore? Irrité par mon silence, la voix de Henri est devenue encore plus forte. Je t'écoute, Henri, ai-je répondu aussi calmement que possible, réprimant toute trace d'émotion. Si tu écoutes, alors réponds plus vite. Tu fais toujours ça. Je t'ai dit 100 fois de ne pas te déconnecter quand je parle. Avec cette attitude, tu n'arriveras jamais nulle part dans ta carrière. Je l'ai entendu faire claquer sa langue à travers le haut-parleur. Par le passé, ce seul son me faisait nouer l'estomac de douleur. Mais maintenant, étrangement, il n'y avait pas de douleur, seulement un vent froid soufflant dans mon âme. 2500 $ pour les dépenses. Oui, pour ce mois-ci. Tu es parti depuis hier pour un voyage d'affaires obscur. Et pendant ce temps, je n'ai rien à manger dans l'appartement. Je dois manger au restaurant, et c'est une dépense supplémentaire. Vire l'argent pour couvrir ça aussi. Henri a tout craché d'un coup, exigeant ce qu'il considérait comme ses droits légaux. 2500 $. C'était la règle mensuelle dans notre foyer. Cependant, notre réalité était bien différente de celle des familles normales, Henri. À quoi exactement dépenses-tu ces 2500 $? Quand j'ai demandé calmement, il a ricané. Qu'est-ce que je dépense? Le loyer, les charges, ma nourriture, et l'argent de poche, évidemment. Qui, selon toi, surveille l'appartement pendant que tu te balades partout? En plus, j'ai du réseautage à faire. Pour étendre mes contacts en tant que consultant, je dois avoir l'air de ce que je suis. Tu ne comprends pas ça, c'est pourquoi tu ne seras toujours qu'une simple employée de bureau. Henri se faisait appeler consultant indépendant. Il y a des années, il avait travaillé dans une grande entreprise, mais avait démissionné à cause de conflits constants avec son équipe. Il avait alors annoncé qu'il montait sa propre entreprise, mais il avait à peine des clients. Parfois, il aidait des connaissances pour quelques malheureux dollars. En réalité, notre budget familial reposait entièrement sur mon salaire. Malgré cela, l'ego de Henri était plus grand que le mont Rushmore. Tu es ma femme, c'est donc ton devoir de soutenir les entreprises de ton mari. Quand je réussirai, tu en récolteras aussi les fruits. Investir en moi maintenant, c'est ce que fait une femme intelligente. C'était sa phrase préférée. Pendant les premières années, j'ai essayé de le croire. J'espérais qu'un jour il retrouverait son ancienne confiance et recommencerait à travailler correctement. Mais ses attentes se sont vite effondrées. Le montant que Henri exigeait pour vivre augmentait chaque année, atteignant finalement 2500 $, ce qui absorbait une énorme partie de mon salaire. Pendant ce temps, je n'ai jamais reçu d'explication claire sur l'utilisation de cet argent. Les factures de loyer et de services publics réels étaient réglées par prélèvement automatique directement depuis mon propre compte bancaire. Cela signifiait que l'argent que je virais à Henri n'était que de l'argent de poche pour ses divertissements. Henri, je suis en voyage d'affaires en ce moment. J'ai des négociations cruciales avec un client ici à Boston. Je me fiche de ton travail d'entreprise médiocre. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi, mes frais de subsistance ou tes petites tâches pathétiques? C'est trop arrogant pour une femme de voyager pour affaires de toute façon. Tu ne te soucies pas de ce que je suis censé manger pendant que tu te prélasses dans un hôtel. Les mots de Henri se transformaient progressivement en véritables insultes. Aucune trace de l'homme gentil que j'avais connu n'était restée. J'ai regardé attentivement l'écran du téléphone, puis mon reflet dans la fenêtre de l'hôtel. Mon visage avait l'air terriblement fatigué, mais au fond de mes yeux,
une détermination féroce brûlait. D'accord, mais je n'ai pas mon jeton de sécurité physique pour la banque avec moi, donc je ne peux pas autoriser un gros virement pour le moment. Demain, pendant une pause entre deux réunions, j'irai à une agence bancaire. Comment ça, demain? Connecte-toi à ta banque mobile et envoie-le immédiatement. Tu es tellement analphabète en technologie. C'est pourquoi tu es inutile au travail. Écoute-moi bien. Si cet argent n'est pas sur mon compte d'ici demain matin, tu sais ce que je ferai. Henri a dit cela d'une voix basse et menaçante. Quoi, ai-je demandé. Henri a laissé échapper un rire suffisant. Tu es une femme sans valeur. Tu ne peux même pas gérer un foyer correctement. Je ne te garde comme épouse que par la bonté infinie de mon cœur. Si tu l'oublies et continues à m'ignorer, nous allons divorcer. Si je divorce de toi, tu passeras le reste de ta vie à pleurer dans un coin solitaire. Imagine cette fin pathétique. Si tu ne veux pas ça, vire l'argent rapidement. Compris? Au moment où j'ai entendu ces mots, le dernier fil de patience dans ma poitrine s'est rompu avec un craquement retentissant. Jusqu'à présent, j'avais enduré, maintes et maintes fois, ne voulant pas contrarier mes parents, terrifiés par la stigmatisation sociale. Et surtout, par une pitié résiduelle pour lui. Mais maintenant, rien de tout cela n'était nécessaire. Oui, je comprends parfaitement, ai-je répondu d'une voix parfaitement calme. Bien. Fais en sorte que j'ai l'argent d'ici demain midi. Si tu es en retard, n'attends aucune pitié. Ayant dit cela, Henri a raccroché unilatéralement. Un bip électronique froid a résonné dans la chambre d'hôtel silencieuse. J'ai posé le téléphone sur le lit et j'ai expiré profondément. Dans le silence retrouvé, j'ai sorti un document de ma mallette. C'était une copie d'un document que j'avais déposé au tribunal de Comté quelques jours auparavant. Henri, tu ne remarques vraiment rien, n'est-ce pas, ai-je murmuré doucement. La pluie à l'extérieur s'est intensifiée, tambourinant violemment contre la vitre. Demain, tout serait réglé. J'ai éteint mon téléphone et je me suis endormi paisiblement. Demain, il apprendrait de première main le véritable poids du mot « divorce » qu'il lançait si facilement. À ce moment-là, anticipant la tempête à venir, je me sentais étonnamment légère. Le rideau de mon évasion de cette vie suffocante, qui avait duré des années, se levait lentement. Mais ce n'était pas la fin. Le lendemain matin, la folie de Henri déclencherait des conséquences bien au-delà de mes attentes les plus folles. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant mon réveil. Une lumière gris terne filtrait par l'interstice des lourds rideaux occultants. L'horloge affichait un peu plus de 6 heures du matin. Je me suis assise, les draps de l'hôtel bruissant doucement. Ma tête était étonnamment claire. Le souvenir de l'appel téléphonique d'hier avec Henri résonnait encore à mes oreilles. 2500 balles. Tu as oublié de virer. Chaque fois que je me souvenais de ces mots, un petit rire sec m'échappait. Je m'appelle Éléonore. J'ai 42 ans. Je travaille dans la vente pour une entreprise de fourniture de taille moyenne basée à Chicago. Au fil des années de travail acharné, j'ai bâti des relations solides et de confiance avec nos clients. Mon style n'était pas tape à accent grave-l'œil, mais ma fiabilité était appréciée, et on me confiait plusieurs comptes majeurs. Mon mari, Henri, avait 44 ans. Quand nous nous sommes rencontrés, c'était un manager confiant dans une autre entreprise. Je vais créer ma propre entreprise et devenir un leader de l'industrie. À l'époque, ces rêves grandioses me semblaient éblouissants et attrayants. Mais à peine 3 ans après notre mariage, les rouages de la vie de Henri se sont arrêtés. En raison de conflits avec la direction et ses propres subordonnés, il a démissionné. Si je reste dans cette entreprise de dinosaures, mon talent pourrira. Je me souviens encore vivement de son visage quand il a craché ces mots. À partir de ce moment, l'illusion sans fin de Henri d'être un consultant indépendant a commencé. Prétendant qu'il bâtissait une entreprise, il a loué un espace de bureau partagé. Mais sans plan d'affaires concret, il passait juste toute la journée sur Internet. Naturellement, il n'y avait aucun revenu. C'est la phase de préparation. Une fois que j'aurai décroché un projet majeur, nous gagnerons 6 chiffres par mois. Henri ne cessait de répéter cela, et je le croyais, portant tout le poids de notre foyer sur mes épaules, loyer, eau, électricité, courses, produits de première nécessité. Tout était payé avec mon salaire. Et non seulement cela, Henri a commencé à exiger de grosses sommes d'argent chaque mois pour maintenir son image de consultant.
C'étaient les 2500 $ pour lesquels il hurlait hier. Mon salaire net, y compris les primes, était d'environ 8000 $ par mois. Sur cela, je donnais 2500 $ à Henri et utilisais une énorme partie du reste pour payer le loyer et les charges. Naturellement, mon propre portefeuille était toujours vide. J'ai vidé mes économies, me refusant de nouveaux vêtements ou du maquillage. Pourquoi me suis-je soumise à Henri de cette manière? Avec le recul, j'ai réalisé que c'était un abus psychologique typique. Chaque jour, comme un mantra, Henri me nourrissait de mensonges dégradants. Tu es tellement stupide. Si je ne t'avais pas coaché, tu aurais été viré il y a des années. Penses-tu qu'un autre homme te regarderait à ton âge et avec ton apparence? Sois reconnaissante. Je suis ton mari. De la destruction méthodique quotidienne de mon estime de soi, ma volonté était paralysée. C'est ma faute. Je dois travailler plus dur pour le soutenir, sinon notre famille s'effondrera. C'est ce que l'on m'avait fait croire. Mes parents, qui vivaient dans une banlieue tranquille de Nippeville, ont remarqué que quelque chose n'allait pas. Chaque fois que je leur rendais visite, ma mère regardait avec anxiété ma silhouette amaigrie et me demandait constamment si j'allais bien et si Henri travaillait. Mais je forçais un sourire et mentais, disant que tout allait bien et que Henri travaillait très dur. Je ne voulais pas les inquiéter et surtout, j'étais terrifié d'admettre que mon choix était une erreur monumentale. Ces jours infernaux ont duré plus de 10 ans. Mon corps et mon esprit ont atteint leur limite absolue. Il y avait des jours où il était difficile de sortir du lit et je pleurais seul dans les toilettes du bureau. Le tournant est arrivé il y a 3 mois. Un jour, sur l'écran de l'ordinateur portable que Henri utilisait, j'ai accidentellement vu une notification pop-up d'e-message. Normalement, je n'y aurais pas prêté attention, mais le texte a collé mes yeux à l'écran. Harry, merci pour le dîner incroyable d'hier soir. J'ai hâte de notre voyage le mois prochain. Envoie-moi un peu plus d'argent aujourd'hui, s'il te plaît. L'expéditeur était une jeune femme que je ne connaissais pas, clairement beaucoup plus jeune que Henri. Ma tête a tourné. L'argent pour lequel je me tuais à la tâche, sacrifiant tout, n'allait pas à l'entreprise de Henri ou à son réseautage, mais à une liaison avec une jeune fille et des cadeaux pour elle. À ce moment-là, quelque chose en moi s'est brisé définitivement. Il n'y avait aucune tristesse. Du fond de mon âme a surgi une fureur froide comme la glace et une décision inébranlable de ne plus jamais donner un centime à cet homme. J'ai commencé à agir immédiatement, en me préparant en secret pour que Henri ne se doute de rien. J'ai engagé un détective privé pour recueillir des preuves de son infidélité, j'ai vérifié tous mes comptes bancaires et j'ai préparé les papiers du divorce. Et maintenant, ce voyage d'affaires à Boston, ce n'était pas seulement un voyage de travail pour moi. C'était la scène parfaite pour mettre un terme à ma vie passée et faire un pas vers une nouvelle. L'écran de mon téléphone s'est allumé, affichant un nouveau message. Expéditeur, Henri. Et, tu es réveillé? Dès que la banque ouvre, vire l'argent immédiatement. Si je ne le vois pas à 9h30, j'appelle tes parents et je leur dis quelle salope tu es. En regardant le texte, j'ai souri froidement. Quel imbécile. Je suis sorti du lit et j'ai ouvert la fenêtre. L'air frais du matin a envahi la chambre. La pluie avait cessé et des éclaircies de ciel bleu perçaient à travers les nuages. Le début d'une nouvelle journée et le début du cauchemar de Henri. Je me suis préparé et j'ai enfilé mon tailleur. Le reflet dans le miroir n'était plus celui d'une femme terrifiée et abattue. Très bien, commençons, ai-je murmuré comme si je me donnais un ordre et j'ai ouvert la porte de la chambre d'hôtel. J'attendais avec impatience son prochain mouvement. Le moment où il réaliserait qu'il était au bord d'un abîme approchait rapidement. Ayant terminé avec succès mes réunions du matin, je suis sorti du bâtiment d'entreprise du client au centre-ville de Boston. Le ciel était clair et une agréable brise d'automne balayait les rues. Les négociations s'étaient déroulées sans accroc. J'avais obtenu un accord fantastique. Le sentiment d'accomplissement me réchauffait agréablement. Cependant, mon smartphone vibrait continuellement dans ma poche. Sur l'écran, exactement comme prévu, il y avait 15 appels manqués de Henri et un badge de notification rouge montrant un flot de messages non lus. Je suis entré dans un parc tranquille à proximité, me suis assis sur un banc et j'ai ouvert la discussion. C'était un torrent d'insultes viles qu'il était honteux même de lire dans ma tête. Qui diable penses-tu être? Il est 10h30. L'argent n'est pas là. Tu te moques de moi? Si tu agis comme ça, j'ai aussi un plan. J'appelle tes parents et je leur raconte tout.
Voyons leur visage. J'en ai marre de ça, espèce de saleté inutile. Si tu ne vires pas l'argent tout de suite, je jette toutes tes affaires à la poubelle. Le visage cramoisi de rage de Henri saignait pratiquement à travers l'écran. La panique de n'avoir pas d'argent mêlée à l'irritation de ma désobéissance. Apparemment, c'était un coup massif porté à son ego fragile. J'ai pris une lente et profonde inspiration et j'ai composé son numéro. Ça n'a même pas sonné une fois. Il a répondu instantanément. Et, Éléonore. Qu'est-ce que tu fais bon sang? Un cri assourdissant a éclaté du récepteur. J'ai instinctivement éloigné le téléphone de mon oreille. J'étais en négociation, Henri. Un contrat énorme était en jeu, je ne pouvais pas répondre. Des négociations? Ton travail minable à la petite semaine est plus important qu'une promesse que tu m'as faite? Tu comprends même qui te permet de survivre? Sa logique était follement égocentrique. Un homme vivant entièrement de mon salaire qualifiant mon travail de « petite semaine ». L'absurdité même m'a juste fait soupirer. Henri, je gagne de l'argent grâce à mon travail acharné. Ce n'est pas des centimes. Toute notre vie est tenue ensemble par cet argent. Tais-toi. Tu ne gagnes rien. Tu n'es capable de garder un emploi que parce que je te coache. N'oublie pas ta place, espèce de parasite. Parasite. Intéressant. Il ne réalisait vraiment pas à qui ce mot convenait le mieux. La distorsion de la réalité dans le cerveau de Henri avait atteint un niveau incurable. Alors, tu as viré l'argent, a demandé Henri avec impatience. Très probablement, il avait un rendez-vous avec sa maîtresse. S'il n'obtenait pas une somme importante immédiatement, sa fausse image s'effondrerait. Non, je ne l'ai pas encore viré, ai-je répondu calmement. Tu es folle? Tu comprends à quel point je suis en colère? Arrête de me tester. Connecte-toi à ton téléphone et vire-moi les 2500 $ tout de suite. Je t'ai dit que je suis en voyage d'affaires et que je n'ai pas mon jeton d'authentification physique et je n'ai pas le temps de trouver une agence. Je n'irai nulle part tant que mon travail ne sera pas terminé. Quand j'ai exposé sèchement ma raison, Henri a laissé échapper un grognement animal. Tu veux sérieusement que je demande le divorce? Parfait. Tes précieux parents viennent d'entendre toute la vérité. Une joie maléfique est entrée dans sa voix. Tu as appelé mes parents? Ouais, je l'ai fait. Je viens d'appeler tes vieux et je leur ai dit, votre fille refuse de remplir ses devoirs de femme. Elle ne sait pas gérer l'argent, ment sur les voyages d'affaires, et couche probablement avec d'autres types. Puisque vous avez élevé une fille aussi défectueuse, prenez vos responsabilités et virez-moi 2500 $ immédiatement. Henri a ri avec suffisance. Vos parents tremblaient de peur, s'excusant pour la disgrâce de leur fille. Eh bien, qu'est-ce que ça fait de faire honte à tes propres parents? Au moment où j'ai entendu cela, le tout dernier atome de pitié que j'avais pour Henri s'est évaporé sans laisser de traces. Il utilisait mes parents bien-aimés comme outil d'extorsion pour me soutirer de l'argent. C'était impardonnable, mais je n'ai pas élevé la voix de colère. Au contraire, j'ai répondu d'un ton absolument glacial. Alors, tu as appelé mes parents. Ah. Enfin, la gravité de la situation te pénètre dans ton crâne épais. Tes parents ne veulent pas non plus de marchandises endommagées comme toi. Si tu ne vires pas l'argent et ne t'excuses pas tout de suite, je vais secouer le fonds de retraite de ton vieux. Les insultes de Henri franchissaient maintenant la ligne de l'extorsion criminelle. Mais il était complètement inconscient. Il ne savait pas que plusieurs semaines auparavant, je m'étais assise et j'avais absolument tout raconté à mes parents. Ils étaient entièrement préparés à ce scénario exact. Henri, grâce à ton appel à mes parents, je peux passer à mes prochaines étapes en toute sérénité. Qu'est-ce que tu marmonnes? Arrête de parler et envoie l'argent. L'irritation de Henri atteignait son paroxysme. Il s'attendait à ce que je me mette à pleurer, à m'excuser et à trouver frénétiquement un moyen d'envoyer l'argent, comme toujours. Mais mon silence et ma froideur lui faisaient sentir que quelque chose n'allait pas. Henri, tu m'as menacé de divorce un bon nombre de fois, n'est-ce pas? Ouais, je l'ai fait. Je n'ai pas besoin d'une femme comme toi. Fais attention ou tu vas regretter de m'avoir poussé. Quand j'ai dit cela, Henri a hésité une fraction de seconde, mais a immédiatement retrouvé son arrogance et a craché des mots destinés à me détruire complètement. Le regretter. Ne me fais pas rire, Éléonore, a-t-il ricané, comme s'il s'adossait à sa chaise.
C'est toi qui vas le regretter. Pense à ta situation. Qui a besoin d'une vieille harpie de 42 ans avec une carrière médiocre? Si je te largue, aucun homme ne te regardera plus jamais. Qui veut des marchandises périmées? Les mots qui sortaient de sa bouche étaient comme des couteaux soigneusement aiguisés, conçus pour massacrer ma psyché. Par le passé, j'aurais craqué, pleuré et imploré le pardon. Mais j'étais différente maintenant. J'ai tapoté l'écran de mon smartphone et me suis assuré que l'application d'enregistrement des appels fonctionnait. Puis je l'ai mis sur haut-parleur, me concentrant sur la capture de chaque mot. Et, pourquoi tu te tais? Tu as perdu la parole sous le choc. Naturellement, tu ne peux te montrer en public que parce que tu es la femme d'un homme de haut niveau comme moi. Henri ne pouvait pas s'arrêter. Ton QI est au niveau d'un lycéen en échec scolaire. Rampe à mes pieds et sois reconnaissante que je te permette de financer ma vie. Tu es ma servante. Non, tu n'es que mon distributeur automatique personnel. Connais ta place. Servante. Distributeur automatique. Même après ces mots, je suis restée silencieuse. Je n'ai pas répondu. J'ai juste attendu que ces cris soient enregistrés. Henri a pris mon silence pour de la peur. Sa voix est devenue de plus en plus arrogante. L'argent pour lequel tu te tues à la tâche. Je vais le dépenser avec joie pour des jeunes filles. C'est la loi de la vie. J'ai une vraie jeune et belle partenaire qui croit en mon talent, contrairement à une vieille mégère ridée comme toi. Henri avait finalement avoué lui-même l'affaire. Tout était exactement comme le rapport du détective privé l'indiquait. Il dépensait mon argent durement gagné en rendez-vous et en marques de luxe pour cette fille. Contrairement à une femme frigide comme toi, elle me respecte vraiment. Parce que tu n'as pas viré l'argent, ma réservation dans un restaurant haut de gamme pour demain pourrait être annulée. Tu as décidé d'attaquer mon ego. Tu ne penses qu'à toi. Il ne se souciait pas de ma souffrance ou de la destruction de notre famille. Son seul motif était de protéger son ego fragile devant une jeune fille. Écoute. C'est ton dernier avertissement. Que cet argent soit sur mon compte avant minuit. Si tu as une minute de retard demain, je jette toutes tes affaires dans la cour et je les brûle. Ensuite, j'appelle ton entreprise et je leur dis que tu es une fraudeuse qui vole son mari. Henri respirait bruyamment à cause de l'adrénaline. Même si tu te mets à genoux et que tu pleures toutes les larmes de ton corps, il sera trop tard. Je te forcerai à signer les papiers du divorce, je te saignerai à blanc et je te jetterai à la rue. Tes parents devront reprendre leurs marchandises endommagées. Imagine l'humiliation devant leurs voisins. Enfin, la diarrhée verbale de Henri s'est tarie. C'est tout ce que tu avais à dire, ai-je demandé d'un ton absolument glacial. C'est quoi cette attitude? Je n'entends pas une once de remords. J'ai parfaitement compris, Henri. J'ai écouté très attentivement chaque mot que tu as dit. Alors cours à la banque et ne sois pas en retard. Sur ces mots, il a raccroché agressivement. Assise sur le banc du parc, j'ai lentement éloigné le téléphone de mon oreille et j'ai appuyé sur le bouton d'arrêt de l'application d'enregistrement. Le fichier contenait environ 10 minutes de menaces, d'abus verbaux, d'extorsion, et un aveu complet d'une liaison, le tout avec une qualité audio cristalline. Le puzzle était enfin complet. J'ai légèrement souri. C'était comme si un lourd brouillard dans ma poitrine avait instantanément disparu, mais la vraie bataille était encore à venir. Les menaces de Henri n'étaient pas des paroles en l'air. Il était fort probable qu'il irait terroriser mes parents ou commencerait à détruire mes affaires dans notre appartement. J'ai mis mon téléphone dans mon sac à main et je me suis dirigé vers mes réunions de l'après-midi. Les rues de Boston semblaient encore plus lumineuses qu'avant. Les chaînes qui me liaient étaient sur le point de se briser complètement. Ce soir-là, après avoir terminé tout mon travail et être retourné dans ma chambre d'hôtel, l'écran de mon téléphone a commencé à clignoter frénétiquement. Un numéro inconnu appelait. J'ai répondu avec prudence et une voix familière mais très paniquée est sortie du haut-parleur. C'était un appel de la personne que j'attendais le moins. Allô, Éléonore. C'est un désastre. Une voix féminine affolée a éclaté. Je n'en croyais pas mes oreilles un instant. Excusez-moi. Qui est-ce? Je m'appelle Chloé. Je sors avec Henri. Elle a bégayé, mais j'ai immédiatement compris. Chloé, la maîtresse de Henri. La même fille dont les photos et le nom étaient affichés partout dans le rapport du détective privé.
Je n'aurais jamais pensé qu'elle m'appellerait elle-même. Chloé, je sais qui tu es. Que s'est-il passé avec Henri, ai-je demandé, gardant ma voix remarquablement stable. Henri est en train de perdre la tête. Tu ne lui as pas viré l'argent et il est entré dans une telle rage aveugle qu'il a dit qu'il allait chez tes parents pour prendre physiquement leur carnet de chèques. La voix de Chloé tremblait de peur. Je ne voulais pas m'impliquer dans un crime littéral. J'ai essayé de l'arrêter, mais il m'a repoussé, est monté dans sa voiture et est parti chez tes parents. Un Henri enragé se rendait chez mes parents à Nipville, et il prévoyait de les voler de force comme un fou furieux. De Chicago à leur maison, il y avait environ 45 minutes de route. J'étais à Boston et je ne pouvais physiquement pas me précipiter à leur secours. Une brève pointe de peur m'a saisi. Chloé, merci de m'avoir prévenu. Je ne t'impliquerai pas dans ça, donc il est préférable que tu restes loin de lui. Oui, je ne pensais vraiment pas que ça irait aussi loin. Je suis désolé. En raccrochant, j'ai immédiatement composé le numéro de ma mère. Ça a sonné et sonné, mais personne n'a répondu. La panique a monté. Mes paumes transpiraient. S'il te plaît, décroche, maman. Au troisième essai, ma mère a finalement répondu, allô, Ellie. Qu'est-ce qui ne va pas à cette heure-ci? En entendant sa voix détendue, j'ai légèrement expiré, mais l'attention est revenue. Maman, où êtes-vous en ce moment? À la maison? Pourquoi les portes sont-elles verrouillées? Oui, ton père et moi regardons la télévision dans le salon. Les portes sont verrouillées. Que s'est-il passé? Toi et papa, vous devez partir immédiatement et aller à la maison sûre. Henri est en route. Il est complètement déchaîné. Je ne sais pas ce qu'il pourrait faire. Mon ton urgent a transmis la gravité de la situation. Oh mon Dieu! Henri a appelé il y a un moment, racontant des absurdités absolues. Très bien, ton père et moi partons tout de suite. Dépêchez-vous s'il vous plaît. En aucun cas, vous ne devez essayer de lui parler. En mettant fin à l'appel, j'ai immédiatement composé le numéro du poste de police de Nipville. J'ai expliqué que mon mari, enragé, était dans un état de violente agitation, qu'il pourrait attaquer mes parents âgés, et j'ai demandé qu'une voiture de patrouille soit envoyée à l'adresse. Cependant, cela n'a pas entièrement soulagé mon anxiété. J'avais assuré la sécurité de mes parents. Mais ce que Henri ferait ensuite était imprévisible, juste comme je le craignais. J'ai rapidement reçu un appel de la société de gestion immobilière de notre condominium de grande hauteur à Chicago. Madame Éléonore, c'est le chaos absolu ici. La voix du gérant de l'immeuble était au bord de l'hystérie. Votre mari jette des vêtements, des documents et même des meubles directement du balcon. Il a failli écraser des piétons. Les gens paniquent. Nous avons déjà appelé la police. La situation est critique. Henri avait commencé à saccager mes affaires. Je voulais crier, allez-y et plaquez-le. Mais j'étais à des centaines de kilomètres. J'ai serré les dents, impuissante. Je comprends. Veuillez laisser la police s'en occuper. Je suis hors de l'état pour un voyage d'affaires et je ne peux pas y aller tout de suite, mais je prends l'avion pour revenir dès que possible. En raccrochant, je me suis effondré sur le lit. La sécurité de mes parents, la destruction de l'appartement, l'énorme responsabilité envers les voisins. La folie de Henri détruisait tout autour de lui, et j'ai ressenti un frisson de peur. Comment pouvait-il perdre la tête à ce point? Une sueur froide coulait sur mon front. Peu importe combien on se prépare, la folie d'autrui peut dépasser n'importe quel plan. Prise au piège à Boston, j'ai lutté seul contre l'horreur. Un vol de retour à Chicago prendrait des heures. Pendant ce temps, il pourrait causer des dommages encore plus catastrophiques. Mais je n'étais plus une victime faible. Cette situation était l'occasion ultime d'anéantir complètement et légalement Henri. Avec des mains tremblantes, j'ai composé un numéro de plus. Allô, Arthur. C'est Éléonore. Ça a commencé. Il a complètement perdu la tête. L'homme à l'autre bout m'a écouté et a répondu calmement, mais avec une confiance absolue. Tout est dans les attentes. Éléonore, maintenant nous avons absolument toutes les preuves dont nous avons besoin. C'était mon avocat, Arthur Leblanc, un spécialiste très respecté des divorces conflictuels. Il y a 3 mois, après avoir confirmé l'affaire de mon mari, j'étais entré dans son bureau, le cœur brisé. Vous allez bien, Éléonore?
vos parents ont-ils évacué à temps? La voix calme de l'avocat a enveloppé mon cœur brûlé par l'anxiété. Oui, j'ai joint ma mère. Elle et mon père sont partis. Il n'y a personne dans la maison. J'ai expiré doucement. Excellent. Si monsieur Henry entre par effraction, ils ne sont pas en danger. De plus, l'entrée forcée dans une habitation inoccupée est une pure accusation de crime. Exactement. C'était l'un de mes secrets. Henry croyait vraiment qu'il pouvait me faire chanter et faire chanter mes parents, extorquant de l'argent quand bon lui semblait. Mais il ne savait pas que j'avais pris des mesures de protection extrêmes. Il y a 2 semaines, j'ai montré à mes parents toutes les preuves de l'abus, des liaisons et du drainage financier, révélant toute la vérité. Mes parents étaient furieux, pleurant et s'excusant de ne pas m'avoir protégé plus tôt. Ils ont promis de soutenir pleinement mon plan. Ellie, tu n'as pas à tolérer ce salaud une seconde de plus. Pour ta nouvelle vie. Nous ferons tout ce qu'il faut. Les mots de mon père m'avaient sauvé. Nous avions déjà installé un système de sécurité de pointe chez eux avec des caméras haute définition programmées pour envoyer automatiquement une équipe d'intervention armée privée et la police en cas d'effraction. De plus, quelques jours auparavant, mes parents avaient secrètement déménagé la majeure partie de leurs objets de valeur dans un appartement de luxe temporaire que j'avais loué à mon nom. Peu importe à quel point Henry criait devant leur maison, il faisait face à un piège vide. Arthur, les documents, ils sont passés avec succès, n'est-ce pas, ai-je demandé, forçant les mots à travers ma gorge serrée. Oui, sans faute. Hier, comme prévu, le juge a signé l'ordonnance. Elle a été inscrite au registre. Félicitations, Éléonore. Légalement, vous et Henry n'êtes plus mari et femme. Les mots de l'avocat ont résonné dans mon cœur. Henry et moi étions déjà divorcés. Henry était confiant que je ne pourrais jamais le quitter. Mais il avait oublié une chose cruciale. Il y a 3 ans, lors d'une énorme dispute, il m'avait violemment jeté au visage un accord de séparation notarié et une requête en divorce signée, en hurlant, avec une inutile comme toi, je divorcerai à tout moment. Garde ces papiers. Dépose-les quand tu veux. Il les avait rédigés lui-même dans un accès de rage arrogante pour prouver un point, et les avait manifestement oubliés. J'avais soigneusement et discrètement gardé ces papiers pour le moment de ma frappe décisive. Ayant recueilli des preuves de ces affaires et assuré mes parents hier, mon avocat a fait passer la paperasse. Sa signature était réelle. Le sceau notarié était valide. Il n'y avait aucun obstacle juridique. Et parce qu'il ne l'avait pas contesté ou retiré hier matin, le divorce était officiellement finalisé par défaut. Ce qui signifie qu'à ce moment précis, Henry était un parfait inconnu pour moi. Un homme étrange demandait des frais de subsistance à son ex-femme, tentait de s'introduire chez ses ex-beaux-parents et jetait des biens du balcon de l'appartement de son ex-femme. Il ne réalisait même pas à quel point il était légalement condamné. Tout se déroule selon votre plan, a dit Arthur en baissant légèrement le ton. La police de Chicago s'occupe des dommages matériels au condo. Les choses qu'il a jetées par le balcon, ce sont bien les articles que vous aviez spécifiquement listés comme devant être jetés, n'est-ce pas? Oui. Les seules choses qui restaient là-dedans sont mes vieux vêtements usés que je ne porte plus et les babioles bon marché qu'il m'avait achetés pour les apparences. Toutes mes possessions de valeur, mes bijoux et mes vêtements coûteux ont été déménagés dans un garde-meuble la semaine dernière. Oui, Henry lançait agressivement des ordures depuis le balcon. Des choses que j'avais intentionnellement laissées comme appât. Il pensait qu'il détruisait mes biens préférés, mais en réalité, il construisait méticuleusement son propre dossier criminel de ses propres mains. Destruction de propriété, mise en danger imprudente, tentative de cambriolage, plus mes enregistrements d'abus psychologiques, d'extorsion et d'infidélité. Avec un tel cocktail, non seulement nous pouvons le poursuivre en justice pour des dommages émotionnels et financiers, mais nous pouvons le mettre derrière les barreaux. La voix d'Arthur résonnait avec la certitude de la victoire. Ah, il semble qu'il vient d'arriver chez vos parents, a dit l'avocat, en regardant son écran d'ordinateur. Le flux des caméras de sécurité de leur maison est diffusé à mon bureau. Il frappe à la porte d'une maison vide et crie. J'ai fermé les yeux silencieusement. L'effondrement total de Henry avait vraiment commencé, mais il restait encore un peu de temps avant qu'il ne réalise sa situation réelle. Sur le porche de la maison de mes parents, Henry frappait furieusement de ses poings la lourde porte en chêne. Sur les images de la caméra, son visage rouge de rage était clairement visible. Et, ouvrez. Je sais que vous êtes là.
Henri a sonné sans relâche et a violemment donné des coups de pied dans la porte avec ses chaussures de ville en cuir. Les coups bruyants ont été clairement transmis par le microphone de la caméra. Il n'a pas pensé une seconde aux voisins. Le fait de se voir refuser son argent l'avait transformé en un animal animé par la cruauté. Quelle sorte de déchet avez-vous élevé? Votre fille ne donnera pas un centime à son mari, ment sur le travail, et se prostitue. Vous êtes ses parents. Assumez vos responsabilités. Virez-moi les 2500 $ tout de suite. En regardant ce spectacle pathétique sur l'écran de mon téléphone, je n'ai ressenti rien d'autre qu'un profond dégoût. L'homme que j'avais autrefois aimé s'était dégradé au point de perdre son humanité. Je n'avais plus aucune tristesse pour lui. Irrité que personne n'ouvre la porte, Henri a contourné la maison et a commencé à frapper violemment une lourde pierre contre les fenêtres du rez-de-chaussée. Vous pensez pouvoir vous cacher? Je vais briser cette fenêtre et entrer. À 7 millisecondes exactes, le système de sécurité périmétrique s'est déclenché. Une sirène perçante et assourdissante a retenti, et une voix mécanique forte a résonné dans la rue tranquille de la banlieue. Avertissement, intrusion illégale détectée. La police et l'équipe d'intervention armée ont été dépêchés. Henri a tressailli et s'est figé, mais apparemment son immense fierté ne lui permettait pas de s'enfuir. Vous pensez qu'une alarme me fait peur? Je suis le gendre de cette famille. Qu'est-ce qu'il y a d'illégal à ce qu'un membre de la famille vienne sur la propriété? Juste quelques minutes plus tard, sirène hurlante, 2 véhicules se sont arrêtés en dérapant devant la maison. Un véhicule de la police de Nippeville et un SUV de sécurité privée. Des agents ont sauté et ont immédiatement encerclé Henri. Monsieur, éloignez-vous de la maison et mettez vos mains derrière la tête. La voix sévère d'un policier a retenti. En voyant les uniformes, Henri a enfin semblé saisir la gravité de la situation. Mais il n'a pas laissé tomber son ton arrogant. Officier, écoutez-moi. Je suis le mari de la fille du propriétaire. Henri Dupont. C'est juste une dispute familiale standard. Ne vous mêlez pas de ça. L'un des policiers l'a regardé froidement. Monsieur Dupont, nous avons reçu une alerte de panique des propriétaires concernant un individu inconnu qui s'introduit et détruit des biens. Tenter de briser une fenêtre est considéré comme une tentative de cambriolage. Quel cambriolage? Je vous ai dit que nous étions de la famille. Allez chercher mon beau-père. Nous allons parler et éclaircir ça. Les propriétaires ont évacué vers un endroit sécurisé il y a des heures. De plus, le département a reçu un ordre de non-entrée préventif vous interdisant d'être à proximité de cette propriété. Quoi? Quel ordre? Les yeux de Henri ont exorbité. Il réalisait pour la première fois que des préparatifs légaux avaient été faits derrière son dos. Quoi qu'il en soit, vous venez au poste. Montez dans la voiture. Les agents ont attrapé Henri par les bras. Lâchez-moi. Ne me touchez pas. Je suis un consultant de haut niveau. Je ne me fais pas arrêter par des fonctionnaires mal payés comme vous. Henri a commencé à résister violemment, essayant de repousser les agents. Cette pure stupidité n'a fait qu'aggraver sa situation. Résistance à l'arrestation. Maîtrisez-le. Les mouvements des agents sont instantanément devenus agressifs. Et Henri a été rapidement plaqué face contre terre sur la pelouse tondue. Aïe! Lâchez-moi, Éléonore. Tout ça, c'est à cause de toi. C'est parce que tu n'as pas envoyé l'argent. Plaqué face contre terre dans la terre, il continuait de crier mon nom. J'ai regardé tout cela silencieusement via le flux en direct. Pris en flagrant délit, a noté Arthur calmement, en mélangeant des papiers sur son bureau. Tentative d'effraction, destruction de propriété et résistance à l'arrestation. Il ne s'en sortira pas. Oui, c'est vraiment fini, n'est-ce pas? J'ai expiré profondément. Mais l'intrigue était sur le point de prendre une tournure encore plus inattendue, dépassant même mes propres calculs. Mon smartphone a de nouveau sonné. L'identification de l'appelant affichait le service de police de Chicago. C'était le commissariat couvrant notre condo du centre-ville. Madame Éléonore Dupont, c'est le service de police de Chicago. Oui, à l'appareil. Quelque chose s'est-il passé dans mon appartement? Oui, madame. Votre mari, Henri Dupont, a jeté une quantité massive de meubles et d'affaires du balcon de votre appartement de grande hauteur. Heureusement, aucun piéton n'a été tué,
mais une lourde étagère en bois a atterri directement sur un véhicule de luxe garé dans la rue en contrebas. Les mots de l'officier m'ont fait retenir mon souffle. La voiture est-elle gravement endommagée? Totalement irréparable. Le pare-brise est brisé. Le capot est écrasé. Le châssis est tordu. Le propriétaire du véhicule est absolument furieux et porte plainte pour crime de destruction volontaire de propriété privée. De plus, l'officier m'a informé que l'association des copropriétaires de l'immeuble préparait également une action civile massive pour les dommages causés à la clôture, à l'aménagement paysager et à la mise en danger du public. L'épisode psychotique de Henri avait entraîné des conséquences que je n'aurais pas pu prévoir. C'était maintenant une affaire criminelle majeure. Je comprends. Je suis actuellement à l'aéroport Logan de Boston, en train d'embarquer pour un vol de retour vers Chicago. Dès que j'atterrirai, je me rendrai directement au commissariat. En raccrochant, je me suis dépêché vers ma porte d'embarquement. J'ai embarqué dans l'avion, me suis installé à mon siège côté hublot en première classe et j'ai regardé dehors. L'avion a reculé en douceur. Il faudrait quelques heures avant que j'atteigne Chicago. Une fois que nous avons atteint l'altitude de croisière et que je me suis connecté au Wi-Fi en vol, mon téléphone a vibré. Henri Dupont. Je me suis assuré que mes écouteurs étaient connectés et j'ai appuyé sur « Répondre ». Allô. Ma voix glaciale se mêlait au léger ronronnement des moteurs à réaction. Éléonore, où diable es-tu? La voix de Henri a jailli de l'écouteur, remplie de panique et de rage incontrôlée. Apparemment, l'incident chez mes parents avait été traité comme une dispute domestique et une intrusion. Comme mes parents n'étaient pas réellement là pour porter plainte immédiatement pour agression, il avait été libéré sous caution après un interrogatoire sévère. Mais les dommages matériels à Chicago étaient une bête beaucoup plus grande. À cause de toi, je suis dans un pétrin monstre. Je viens de sortir du poste de police de Nipville, j'ai pris un Uber à $100 pour retourner au condo, et l'endroit est rempli de flics. Le concierge ne me laisse même pas entrer dans le hall. Tout ça, c'est parce que tu as transformé le balcon en décharge. J'ai commencé à le nettoyer, et ma main a juste glissé et les choses sont tombées. Henri essayait en fait de faire passer ce cauchemar pour un accident de nettoyage. Ta main a glissé? Tu me dis qu'une étagère entière et une armoire ont accidentellement glissé par-dessus une balustrade de balcon en verre? Ma remarque sèche lui a fait hausser le ton. Tais-toi. Écoute, tu dois appeler les flics tout de suite et leur dire que ton mari faisait le ménage et a laissé tomber des choses. Ensuite, tu vas voir le gars qui possède la voiture, tu te mets à genoux et tu t'excuses. Il n'avait absolument aucune intention d'assumer ses responsabilités. Il voulait tout me reprocher et s'en tirer indemne. Sa nature pourrie a évoqué une pure répulsion. Et surtout, où sont mes $2500? Ils ne sont toujours pas sur mon compte. Entre la caution et l'Uber, il ne me reste littéralement plus rien. Des notes hystériques ont glissé dans sa voix. Vire-le immédiatement. Si tu vires l'argent et que tu me tires de ce pétrin policier, je te pardonnerai, par la bonté de mon cœur, tout ça. Dépêche-toi. Ma patience est à bout. Il pensait toujours qu'il était en contrôle. Il pensait que ses menaces de divorce me feraient trembler de peur. L'avion traversait le ciel nocturne, me rapprochant de Chicago. En regardant les nuages, j'ai répondu clairement et distinctement, « Henri, je n'aurai plus jamais besoin de te virer de l'argent. » De quoi diable parles-tu? Tu as perdu la tête? Si tu ne me paies pas, je divorce de toi aujourd'hui et je détruis toute ta famille. En écoutant ces menaces creuses, je n'ai pas pu retenir un véritable sourire. C'est exactement pourquoi je te dis, Henri, que tes menaces ne fonctionnent plus. Parce que depuis hier, nous sommes officiellement divorcés. Quoi? Un silence de mort est tombé sur la ligne. Seul le bourdonnement de l'avion était audible. De quelle merde parles-tu? La voix de Henri tremblait. Aucune trace de son agressivité antérieure n'était restée. Divorcé? Ne me mens pas. C'est impossible. Je n'ai signé aucun papier au tribunal. Tu ne pouvais pas le faire seul. Il essayait désespérément de nier la réalité. Pour lui, sa femme le quittant était de la science-fiction. Mais la réalité est impitoyable. Henri, tu as oublié. Tu te souviens il y a 3 ans, à l'automne, quand nous avons eu cette énorme dispute? Je fixais mon reflet calme dans la vitre de l'avion. Tu m'as jeté au visage un accord de séparation notarié et une requête en divorce signée,
en hurlant, je divorcerai d'une arrogante comme toi à tout moment. Tu te souviens de ça? La respiration de Henri s'est accélérée. Le souvenir avait clairement refait surface. C'était juste une menace. Puisque tu ne l'as pas déposé, alors j'ai cru que tu avais jeté ces ordures. Mais je ne l'ai pas fait. Je l'ai soigneusement gardé en lieu sûr jusqu'au jour où j'ai vraiment dû te dire adieu pour toujours. Tu n'avais pas le droit. Le tribunal n'accepterait pas des papiers aussi anciens. Ils doivent vérifier mon consentement. Henri a protesté comme un enfant gâté. En fait, puisque tu l'as parfaitement rempli, fait notarier et que tu n'as jamais officiellement demandé à le révoquer, ils l'ont accepté. Tu ne savais même pas qu'il fallait le retirer officiellement, n'est-ce pas? J'ai répété exactement ce qu'Arthur m'avait expliqué. Hier, mon avocat a soumis la requête et le juge a signé le décret. Le processus est entièrement terminé. Avocat, tu as engagé un avocat. Les dernières gouttes de confiance ont fui sa voix. Un avocat de divorce très cher et très médiatisé. Hier, mon nom légal a été rétabli, ce qui signifie que toi et moi sommes maintenant de parfaits inconnus. Nous n'avons aucune relation légale. Menteuse. Menteuse. Éléonore, tu essaies juste de me faire peur. C'est une blague de mauvais goût. Henri fuyait la réalité, mais l'ombre massive de la terreur l'engloutissait déjà tout entier. Les 2500 $ qui tombaient fidèlement sur son compte chaque mois, c'était fini pour toujours. Le fait terrifiant lui a transpercé le cerveau. C'est illégal. Je ne suis pas d'accord. Je te traînerai en justice et j'annulerai le divorce, a-t-il crié. Mais Henri, tu as besoin d'argent pour un avocat et les frais de justice. De l'argent? Combien as-tu sur ton compte en ce moment? Tu t'es tellement laissé emporter à jouer au sugar daddy pour Chloé que tu n'as plus qu'environ 30 balles, n'est-ce pas? Comment sais-tu pour Chloé? Henri était engourdi par le choc. Les SMS sur ton ordinateur portable, les reçus de restaurant. Tout méticuleusement documenté par un détective privé. Toutes les preuves sont actuellement sur le bureau d'Arthur Leblanc, mon avocat. J'ai systématiquement coupé toutes les voies de retraite. La respiration lourde de Henri a résonné à mon oreille. Il commençait enfin à réaliser qu'il avait creusé sa propre tombe. Pas d'argent, pas de travail, pas de femme. Que te reste-t-il? Quand j'ai posé cette question glaciale, Henri n'a rien pu répondre. Mais son cauchemar ne s'est pas arrêté là. Aussi, Henri, à propos du condo dans lequel tu ne peux pas entrer en ce moment. Quoi du condo? Une panique extrême a imprégné sa voix. Quel nom est sur le bail? Tu te souviens? Henri a aboyé d'irritation. Le tien, évidemment. Mais nous y vivons ensemble. C'est ma maison aussi. Non, le bail est uniquement à mon nom, ce qui signifie que le droit légal d'y mettre fin m'appartient uniquement. Mes yeux froids se sont reflétés dans la vitre de l'avion, et j'ai officiellement résilié ce bail le mois dernier. Résilié. Je l'ai entendu déglutir bruyamment. Exactement. La résiliation a pris effet aujourd'hui à midi. Ce qui signifie qu'au moment où tu faisais une crise de colère et que tu lançais des meubles du balcon. Cet appartement ne nous appartenait plus. De quoi diable parles-tu? Je ne savais rien de tout ça. Et mes affaires? Je n'ai laissé que les ordures absolues dans l'appartement, sachant que tu les utiliserais pour essayer de te venger. Et exactement comme je l'avais anticipé, tu les as jetés toi-même du balcon, ce qui t'a valu une accusation de crime. Tout ce qui avait une valeur réelle, y compris l'iMac sur lequel tu étais censé travailler, a été déménagé dans le local de stockage sécurisé de mon avocat la semaine dernière. Tu as volé mes affaires. C'est du vol. Ce n'est pas du vol. L'appartement a été restitué au propriétaire, et les affaires restantes de l'ancien locataire ont été placées dans un entrepôt légal. Tu les veux? Va au bureau d'Arthur Leblanc. Mais sois averti pendant que tu es là. Il va te signifier des plaintes civiles pour détresse émotionnelle et dilapidation des biens matrimoniaux. Henri a complètement perdu la parole. L'endroit qu'il considérait comme son château ne lui appartenait pas légalement. C'est pourquoi le gérant de l'immeuble ne te laisse pas monter. Les serrures ont été changées aujourd'hui à 13 h, conformément à mon accord de départ. Tu n'as aucun droit légal d'être sur les lieux. Alors où suis-je censé vivre? Où vais-je dormir ce soir? Sa voix a dégénéré en un couinement pathétique.
Ne me demande pas. Nous sommes des étrangers. Réserve une chambre dans un motel bon marché. Oh, attends. Tu n'as pas d'argent. Éléonore. Tu es vraiment si cruel? Tu vas me laisser dans la rue? Henri a essayé de susciter de la pitié, jouant la victime. Comme il était profondément superficiel et pathétique. Cruel? Tu as le culot de dire ça? L'homme qui m'a traité comme un distributeur automatique vivant, m'a humilié chaque jour, et a dilapidé mon salaire durement gagné pour une jeune fille d'une vingtaine d'années. Ma colère s'est matérialisée en mots tranchants comme des rasoirs. Je ne te pardonnerai pas. Pas un gramme. Va en enfer. Je m'en fiche de toute façon. J'ai Chloé. J'irai chez elle. Elle m'accueillera à bras ouverts. Henri a crié le nom de sa maîtresse comme une bouée de sauvetage. Pour lui, Chloé était le dernier sanctuaire pour son ego meurtri. Aller chez Chloé? Je ne te le conseillerais pas, quoi? Je vais te dire la vérité sur Chloé. T'accueillir à bras ouverts, hein? J'ai ri. Henri, as-tu même jamais compris pourquoi elle sortait avec toi? Qu'est-ce que tu insinues? Chloé croit en ma vision. Elle m'aime sincèrement. Elle ne t'aimait pas. Elle aimait le faux statut que tu as fabriqué et l'argent que j'ai gagné. Mes mots ont fait hyperventiler Henri. De quoi parles-tu? Tu te vantais auprès d'elle d'être un consultant follement prospère, gagnant un demi-million par an, n'est-ce pas? Tu as dilapidé les 2500 $ que tu m'as extorqués en rendez-vous fantaisiste et tu as utilisé ma carte de crédit de secours pour lui acheter des sacs de créateurs. Tout ça pour maintenir ton image de PDG. Eh bien, la semaine dernière, Arthur Leblanc a envoyé à Chloé une lettre recommandée, une plainte pour aliénation d'affection et une demande de restitution des biens matrimoniaux dépensés pour elle. Une plainte en justice. La voix de Henri s'est brisée de terreur. Avec la plainte, nous avons joint l'audit financier complet et le rapport du détective privé, qui décrit en noir et blanc exactement qui tu es, un squatteur sans emploi, et que chaque cadeau a été acheté en utilisant le salaire de ta femme. J'ai appris par Arthur comment Chloé avait réagi à ces papiers. Elle pensait qu'elle sortait avec un entrepreneur riche, pour découvrir qu'il était un gigolo fauché qui venait de l'entraîner dans un procès civil massif. Elle était absolument furieuse. Ma réputation est ruinée, liée à un vieux crétin menteur et fauché. Elle avait crié dans le bureau de l'avocat, maudissant Henri. Mensonge. Chloé ne dirait jamais ça. L'ego de Henri était réduit en confetti. Chloé a accepté de coopérer pleinement avec nous et de fournir chaque SMS et reçu en échange de l'abandon de la plainte contre elle. Le fait qu'elle m'ait appelé aujourd'hui et qu'elle t'ait dénoncé quand tu es allé chez mes parents, cela faisait partie de son accord d'immunité. Elle t'a vendu pour sauver sa propre peau. Tu m'as trahi. Henri a hurlé au téléphone. Elle ne t'a pas trahi. Elle t'a juste jeté à la poubelle comme les ordures pourries que tu es. Vas-y, essaie de l'appeler tout de suite. Je te garantis que tu es bloqué partout. Henri s'est tu. Je pouvais l'entendre éloigner le téléphone de son oreille et tapoter frénétiquement l'écran, essayant désespérément de l'appeler, mais aucun miracle ne s'est produit. Quelques instants plus tard, des gémissements pathétiques sont passés par la ligne. Bloqué. Les SMS sont verts. Ce n'est pas possible. Chloé, ne m'abandonne pas. J'ai facilement imaginé Henri assis sur le trottoir devant mon ancien immeuble, serrant son téléphone, ayant perdu son argent, son statut, sa femme, sa maîtresse, et même sa maison, tout en un seul après-midi. Henri, c'est le prix de ce que tu m'as fait. Tu m'as traité de parasite et de distributeur automatique. Tu as détruit ma dignité. C'est ton grand final. Éléonore, je t'en supplie. Pardonne-moi. J'étais un idiot. Recommençons. J'ai besoin de toi. Je ne survivrai pas sans toi. Henri a finalement jeté sa fierté et a commencé à supplier. Mais ces mots n'ont suscité aucune émotion en moi, seulement un dédain glacial. Non, tu ne survivras probablement pas. Parce que, Henri, la solitude est le moindre de tes problèmes en ce moment. Je me suis préparé à porter le coup fatal. L'avion a commencé sa descente initiale vers Chicago. Pas seulement la solitude. Ellie, de quoi parles-tu? Sa voix était pleine d'effroi. Parlons de la dette financière, Henri. J'ai commencé à expliquer avec un calme clinique. Premièrement, la voiture que tu as écrasée.
Sais-tu à qui elle appartient? Je m'en fiche. Henri espérait toujours s'en tirer aux dépens de quelqu'un d'autre. Non, tu devrais t'en soucier. Cette voiture appartient à Richard Dubois. C'est un juge fédéral à la retraite, actuellement associé principal dans l'un des cabinets d'avocats les plus impitoyables de Chicago, et il possède plusieurs propriétés dans ce quartier. Henri a haleté audiblement. Le juge Dubois est absolument furieux que sa Maybach sur mesure ait été détruite. Pare-brise, dommages structurels, pièces sur mesure. Les dommages sont estimés à environ 75 000 $. Et il dépose personnellement une plainte civile contre toi. 75 000 $. Je n'ai pas cet argent. Tu dois le payer. Nous sommes de la famille. Il a essayé de m'entraîner avec lui une dernière fois. Je t'ai dit que nous avons divorcé hier. Au moment où le crime a été commis aujourd'hui, nous étions des étrangers légaux. Ce crime a été commis par un homme célibataire sans emploi nommé Henri Dupont. Je ne suis pas légalement obligé de payer un seul centime. Je vais devenir fou. Je n'accepte pas ça. Ce n'est pas tout. Ma plainte civile contre toi pour détresse émotionnelle et dilapidation des biens matrimoniaux. Arthur et moi réclamons 100 000 $. La preuve est irréfutable. Tu perdras devant n'importe quel tribunal. Ensuite. Ton utilisation non autorisée de ma carte de crédit pour acheter des cadeaux à Chloé. Ce n'étaient pas des dépenses matrimoniales. Le service antifraude de la banque est déjà en train de rédiger des accusations de vol d'identité et de fraude à la carte de crédit pour environ 15 000 $. Ellie, dis-moi que c'est un mensonge. 75 000 $, 100 000 $, 15 000 $. Tu es face à près de 200 000 $ de dettes. Des dettes qu'un homme sans emploi et avec zéro sur son compte courant supportera entièrement seul. 200 000 $. Henri ne pouvait même pas traiter le nombre. Comment vas-tu rembourser ça, monsieur le consultant de haut niveau? Ah! Henri a rugi comme un animal blessé. Je vais déclarer faillite. La faillite efface toutes les dettes. Tu ne verras jamais un centime de ma part. Une dernière tentative désespérée de s'en sortir, mais je l'ai écrasé instantanément. Malheureusement, en vertu du code de la faillite américain, les dettes résultant d'un préjudice volontaire et malveillant envers une autre entité ou envers la propriété d'une autre entité ne peuvent être annulées. Il en va de même pour les restitutions ordonnées par le tribunal pour fraude. Tu porteras cette croix jusqu'au jour de ta mort. Henri est devenu complètement silencieux. Même la porte de sortie de la faillite était soudée. Il se noyait dans l'obscurité absolue. Les roues de l'avion ont touché la piste à OR. Mon long voyage d'affaires était terminé et ma nouvelle vie commençait. Au revoir, Henri. Ne me rappelle plus jamais. Attends, Ellie, je t'en supplie. Aide-moi. Ignorant son râle d'agonie, j'ai raccroché, j'ai retiré la carte SIM de mon téléphone et j'en ai inséré une nouvelle que j'avais achetée à Boston. Ma connexion avec lui était rompue pour toujours. Mais il y avait un dernier acte infernal préparé pour Henri. Quand je suis sorti du terminal de l'aéroport, la ligne d'horizon de Chicago brillait. Arthur Leblanc m'attendait aux arrivées avec un sourire chaleureux. Bienvenue de retour, Éléonore. Comment s'est passé le voyage? Fantastique, Arthur. Merci pour tout. Votre grand nettoyage de printemps semble toucher à une conclusion réussie, a dit Arthur en me tendant un iPad. Sur l'écran, une scène en direct se déroulait devant mon ancien immeuble. Debout sur le trottoir froid de Chicago, rejeté par tout le monde. Henri traînait toujours près de l'entrée du hall. Un ruban de police jaune entourait la Maybach écrasée. Debout derrière le ruban se tenait un homme sévère et âgé, vêtu d'un manteau sur mesure, flanqué de plusieurs policiers. C'était le juge Richard Dubois. Henri avait apparemment essayé de se faufiler dans l'immeuble par une porte latérale, mais la police l'avait repéré. Dubois, arrêtez-vous là. L'officier l'a encerclé. Quel est le problème? J'habite ici. Henri a essayé de se justifier avec un sourire tendu et paniqué. Le juge Dubois s'est avancé. Son regard perçant faisait trembler même les criminels endurcis. Vous êtes le vaurien qui a écrasé ma voiture, et vous avez le culot de revenir sur les lieux du crime. C'était un accident. Je nettoyais le balcon et des choses sont tombées. Henri a menti désespérément. Des excuses pathétiques. Dubois a ricané froidement.
Cet immeuble est couvert de caméras haute définition. Nous avons des images cristallines de vous, dans une rage aveugle, jetant intentionnellement des meubles par-dessus bord. Des dizaines de voisins vous ont entendu crier que vous alliez incendier l'endroit. Les preuves de Dubois ont réduit les mensonges de Henri en poussière. Ce n'est pas un accident. C'est une destruction volontaire de propriété et une mise en danger imprudente. En tant qu'ancien juge fédéral, je veillerai personnellement à ce que vous pourrissiez dans une cellule. S'il vous plaît, votre honneur, ma femme paiera pour tout. Il a essayé de m'utiliser comme bouclier une dernière fois. Éléonore Dupont, elle a divorcé de vous hier et a résilié le bail aujourd'hui. Elle ne vous doit rien. Et où diable un dégénéré sans emploi va-t-il trouver l'argent pour me rembourser? Au mot de Dubois, Henri s'est effondré sur les genoux. Sa fierté était entièrement anéantie. Arrêtez-le pour destruction criminelle de propriété et tentative de cambriolage. Le bruit froid des menottes s'est refermé sur les poignets de Henri. Non. Laissez-moi partir. Je suis un consultant. Ma vie ne peut pas se terminer comme ça. Ellie, sauvez-moi. Donnez-moi une autre chance. Ces hurlements pathétiques ont résonné dans la rue tranquille du centre-ville, mais personne n'a écouté. Les agents ont poussé Henri à l'arrière d'une voiture de police et sont partis. En regardant cela à travers l'écran de l'iPad, j'ai posé une main sur ma poitrine. Le poids écrasant de 10 ans s'est dissipé sans laisser de traces. Eh bien, c'est fait, a dit Arthur. Allons au bureau et finalisons les prochaines étapes. Nous nous sommes dirigés vers la voiture qui nous attendait. Le vent de Chicago était glacial, mais mon âme se sentait incroyablement chaude et légère. Mais même cela n'était pas la fin absolue. Un dernier mensonge de Henri a été mis en lumière. Dans la cellule de détention de la prison du comté de Cook. Henri était assis dans le coin, serrant ses genoux. Ses cheveux étaient en désordre, son costume chair taché et déchiré. Aucune trace de son ancien éclat n'était restée. Arthur lui a rendu visite le lendemain, agissant en tant que mon représentant légal. En voyant l'avocat, Henri s'est pratiquement jeté sur le plexiglas. « Avocat, où est Ellie ? Dites-lui de payer ma caution. Je vais perdre la tête ici. » Arthur l'a regardé d'un regard glacial, dépourvu de la moindre trace de sympathie, et a sorti un épais dossier. « Monsieur Dupont, Éléonore a divorcé de vous, alors passons sur les familiarités. » La voix d'Arthur a gelé l'air. « Nous avons effectué une vérification approfondie de vos antécédents. Nous avons découvert tous les mensonges que vous avez cachés à Éléonore et à votre propre famille. » Quels mensonges ? Vous avez affirmé avoir quitté votre emploi en entreprise pour créer une entreprise. En réalité, vous avez été surpris en train de tenter de détourner des fonds de l'entreprise par le biais de fausses factures de fournisseurs. Pour éviter la prison fédérale, vous vous êtes mis à genoux et avez supplié la direction de vous laisser démissionner discrètement. Le visage de Henri est devenu livide. Et ce diplôme de cette prestigieuse université Ivy League. Vous y avez assisté pendant exactement 2 semestres avant d'être expulsé pour fraude académique. Vous avez menti à tout le monde dès le premier jour. Quel droit avez-vous de fouiller là-dedans? Tout droit. Vous avez frauduleusement extorqué les revenus d'Éléonore sous de faux prétextes. Il s'agit d'un vol par tromperie. De plus, j'ai envoyé un dossier complet de ces informations à votre mère. La mère de Henri m'avait toujours traité de belle-fille inutile, retenant son fils génial. Mais lorsqu'elle a reçu les documents prouvant que son précieux fils était un décrocheur universitaire, un détourneur de fonds et maintenant un criminel emprisonné, elle se serait effondrée. Son immense fierté était piétinée. Votre mère a laissé un message. Elle a dit « Je n'ai pas de fils. C'est un criminel qui a déshonoré notre famille. Dites-lui de ne plus jamais s'approcher de ma maison. » Maman, non, ce n'est pas possible. Henri a saisi sa tête. Sa famille, son dernier refuge absolu, l'avait renié. Voici un accord de règlement d'Éléonore. Arthur a fait glisser un document par la fente. Il vous attribue légalement toutes les responsabilités, la fraude à la carte de crédit, les dommages au juge Dubois, l'indemnisation pour détresse émotionnelle, uniquement à vous. Vous acceptez la pleine responsabilité financière et vous acceptez une ordonnance d'éloignement permanente. Si vous signez cela, nous abandonnerons la poursuite active des accusations de fraude électronique concernant l'argent que vous lui avez extorqué. Si vous refusez, nous le porterons devant le procureur et vous passerez un très long moment en prison fédérale.
Choisissez. Henri tremblait physiquement. Il n'avait pas le choix. Sanglotant de manière incontrôlable, les larmes et la morve coulant sur son visage, il a pris un stylo d'une main tremblante et a signé le papier. De l'homme arrogant qui m'appelait autrefois un distributeur automatique. Absolument rien n'était resté. Arthur a pris le document et est parti. Henri est resté seul dans une cellule froide, écrasé par le poids de ses propres péchés et fixant un avenir sombre. Mon cœur était rempli d'un sentiment sans précédent de liberté et de justice absolue. En quittant le bureau d'Arthur, je suis allé en voiture à l'appartement de luxe de mes parents dans une banlieue verdoyante et tranquille de Chicago. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. J'ai sonné à la porte et la porte s'est ouverte instantanément. Oh, Ellie, merci mon Dieu. Je suis si fier de toi. Ma mère m'a serré fort dans ses bras, les larmes coulant sur son visage. Derrière elle se tenait mon père, retenant ses émotions, mais avec un immense soulagement clair sur son visage. Entrez, ma chérie. Ta mère a préparé ton plat préféré. Rôti de peau, purée de pommes de terre et tarte aux pommes maison. L'appartement sentait le confort pur et la nourriture délicieuse. Sur la table à manger se trouvait le dîner que j'aimais depuis l'enfance. En voyant cela, je n'ai plus pu retenir mes émotions. Maman, papa, c'était si difficile. Mais ça va maintenant. J'ai retrouvé ma vie. J'ai enfoui mon visage dans l'épaule de ma mère et j'ai pleuré comme une enfant. Des années d'isolement, de peur et d'abus verbaux. Remettre tout mon salaire en me lavant le cerveau pour l'endurer. Toute cette douleur s'est dissipée avec mes larmes, se dissolvant dans la chaleur de l'étreinte de mes parents. Tu as fait un excellent travail, Ellie. Mon père a serré mes épaules fermement. Personne ne te fera plus jamais de mal. C'est ta maison. Nous sommes toujours de ton côté. Désormais, vis pour toi. Ton sourire est tout ce que nous voulons. Ma mère a essuyé mes larmes. Ce soir-là, pour la première fois en une décennie, nous avons eu un dîner de famille paisible. La nourriture était incroyablement délicieuse. Nous n'avons plus jamais mentionné le nom de Henri. Nous avons parlé de l'avenir, où nous irions en vacances, quelle couleur de rideau acheter pour le salon. Ces conversations ordinaires étaient le plus grand trésor du monde pour moi. Quelques mois plus tard, ma vie avait complètement changé. Au travail, mes énormes gains de compte ont été reconnus et j'ai été promue directrice régionale des ventes. Je n'avais jamais réalisé à quel point une juste appréciation pouvait stimuler la confiance de quelqu'un. Mon salaire m'appartenait uniquement. Plus d'extorsion. Je mangeais ce que je voulais, j'achetais de beaux vêtements sur mesure et je gâtais mes parents avec des cadeaux. Je savourais cette simple liberté chaque jour. Arthur m'a donné une brève mise à jour sur le sort de Henri. Il a perdu tout son argent, sa réputation et sa famille. Afin de rembourser les énormes dettes à 6 chiffres pour la Maybach et les jugements civils qu'il ne pouvait légalement pas annuler par la faillite, il a été contraint de louer un lit dans un foyer de réinsertion minable. Il travaille maintenant comme manutentionnaire de nuit dans un entrepôt pour un salaire minimum. Le genre de travail acharné qu'il avait l'habitude de railler. Mais même ce salaire est presque entièrement saisi pour rembourser ses dettes. Sa vie est entièrement ruinée, et c'est une dure réalité qu'il devra porter jusqu'à son dernier souffle. La malédiction qu'il m'avait autrefois jetée, si je divorce de toi, tu mourras seul dans un coin, s'était réalisée avec une précision terrifiante pour lui à la place. Par un week-end ensoleillé, j'ai emmené mes parents dans un magnifique complexe près du lac Léman. Le ciel d'automne au-dessus de la terrasse extérieure était d'un bleu perçant et impeccable. C'est si beau ici, Ellie, a dit ma mère, souriant vers le ciel. Oui, je suis vraiment heureuse en ce moment. J'ai doucement serré la main de ma mère. Les chaînes du passé avaient disparu. J'ai des parents aimants, une carrière incroyable et la force de me tenir fermement sur mes 2 pieds. Les 10 années que j'ai perdues ont été longues et douloureuses, mais la vie qui m'attend est infiniment plus lumineuse et plus chaleureuse. J'ai levé les yeux vers le ciel bleu infini et j'ai pris une profonde, très profonde bouffée de liberté.